Mohamed Sifawi nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez revenir sur l'attaque iranienne qui a lancé plusieurs dizaines de drones et de missiles en direction d'Israël. Eh bien oui, parce qu'après la guerre des 6 jours, nous avons assisté ce week-end à la guerre des 6 heures. Le régime des Mollahs a visé Israël dans la nuit de samedi à dimanche, nous l'avons vu, en lançant quelques dizaines de salves en direction du territoire israélien. Cette offensive, censée sauver la face du pouvoir des Mollahs, a en vérité permis aussi de connaître les limites de ce régime islamiste. L'autre renseignement, ce sont les désaccords qui existent au sein du régime iranien. Il y a d'un côté les partisans de ce qui est appelé en Iran la patience stratégique, c'est-à-dire ceux qui estiment, comme le président iranien Ebrahim Raïssi, qu'il faut attendre de disposer de l'arme nucléaire avant de frapper Israël ou à tout le moins de bomber le torse, et ceux qui estiment, comme les gardiens de la révolution, qu'il faut répondre coup pour coup, immédiatement. Entre les deux, il y a la position d'arbitre du guide suprême, Ali Khamenei, qui a autorisé une attaque se situant en réalité entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il faut bien observer le déroulé de cette séquence intéressante qui a commencé il y a 2 semaines. Le 1er avril dernier, donc, le consulat iranien à Damas est visé par 6 missiles tirés depuis le Golan, manifestement par l'aviation israélienne. 11 membres de la force Al-Quds, qui supervisaient les actions des milices proches de Téhéran, en Syrie et au Liban, sont tués. Parmi eux, le général Mohamed Reza Zaidi, le stratège militaire qui conseillait jusque-là aussi bien le Hezbollah libanais que le Hamas. Cette action militaire est évidemment un affront pour le régime des Mollahs, de plus en plus contesté sur le plan intérieur, faut-il le rappeler. Aussi, pour essayer de sauver la face, Téhéran se devait de faire semblant de riposter. Je dis bien de faire semblant de riposter. Depuis 2 semaines, les responsables iraniens juraient partout que leur riposte sera impitoyable et que les Israéliens allaient subir une punition mémorable. D'un point de vue psychologique, il y avait de quoi s'inquiéter en effet, même si tous les observateurs sérieux savaient que l'Iran n'allait pas lancer un conflit total et frontal. Cette riposte devait être à la fois maîtrisée et limitée dans le temps et dans l'espace, car le pouvoir iranien n'a en vérité ni intérêt ni envie de se retrouver en guerre ouverte contre Israël, encore moins face aux États-Unis. L'objectif des Mollahs était de rassurer ces cadres militaires, surtout ceux des gardiens de la Révolution, et leur dire que le régime est là aussi pour les protéger et ne laissera pas impunie toute attaque en leur direction. Il faut rappeler que régulièrement, depuis plusieurs années, l'armée américaine d'abord, mais aussi les Israéliens ensuite, visent des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution. Et pour cause, ils sont le plus souvent les commanditaires des opérations que mènent contre Israël un certain nombre d'organisations terroristes régionales proches de Téhéran, à commencer par le Hezbollah libanais. Par conséquent, l'attaque lancée samedi soir doit être vue davantage comme une opération de consommation intérieure afin que le guide suprême et le président iranien ne perdent pas leur crédibilité à la fois devant les cadres du régime et auprès de leur population, mais aussi auprès des alliés de la région, subsidiairement auprès de leurs vassaux. En même temps, il fallait maîtriser cette riposte et ne pas se mettre à dos les pays voisins. C'est la raison pour laquelle les Iraniens ont prévenu en avance tous les dirigeants des pays de la région. Ils ont fait en sorte également de tenir au courant les Israéliens, c'est-à-dire leurs cibles, et les Américains, évitant ainsi toute attaque surprise pour ne pas provoquer d'importantes pertes qui auraient obligé Israéliens et leurs alliés, notamment américains, à riposter. En somme, ils lancent des engins, notamment des drones, qui mettent plusieurs heures avant d'atteindre le territoire israélien, et ils laissent le temps à tout le monde de se préparer pour intercepter à la fois ces drones et les missiles qui ont été lancés quelques heures plus tard. Ainsi, pour la forme, ils ont visé le territoire israélien tout en sachant qu'ils n'allaient causer en vérité quasiment aucun dégât. C'est ce qui est arrivé puisque 99% des engins ont été interceptés. Une vraie pièce de théâtre pour faire croire qu'ils ont riposté à l'attaque contre leur consulat à Damas. En clair, le régime iranien a attaqué Israël, mais il a pris le soin de ne pas causer trop de dégâts. Je sais que ça peut surprendre, mais c'est véritablement ce qui s'est passé. Et les Iraniens savaient que cela allait se passer ainsi. Et pourquoi veulent-ils à tout prix éviter cette confrontation directe ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils ne sont pas prêts, quel lapsus, et parce que le régime iranien, au-delà du caractère
illuminé de certains de ceux qui l'incarnent, est pragmatique et il sait qu'il sortirait véritablement perdant d'une confrontation directe. Ensuite, il ne faut pas minimiser l'impact psychologique qu'ont provoqué ces dernières années auprès des États voyous la fin de dictateurs et d'autocrates comme Saddam Hussein en Irak et Muammar Kadhafi en Libye. Ali Khamenei sait parfaitement qu'il peut finir au bout d'une corde ou lynché dans la rue par sa propre population si d'aventure son pays devait faire face à une guerre contre des puissances comme les États-Unis. Idem pour tous les pontes de cette théocratie extrémiste qui savent que les Iraniens n'en peuvent plus en réalité de ce régime qui asphyxie toute la société depuis 45 ans. De plus, le régime iranien sait que les premières cibles en cas de guerre ouverte, ce seraient à la fois les installations militaires, qu'il a mis plusieurs années à perfectionner, et évidemment son programme nucléaire. En clair, le régime iranien aurait plus à perdre qu'à gagner dans une confrontation directe. Les Iraniens et certains de leurs alliés disent que l'attaque de samedi dernier s'inscrivait dans un cadre de, je cite, légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Bon, je ne vais pas entrer en débat sur les questions purement juridiques, notamment en matière de droit international. Restons sur les terrains politiques et idéologiques et ainsi, vous verrez que les différents articles cités par l'Iran et la Charte des Nations Unies, convoqués par le régime des Mollahs, pourraient se retourner contre eux. Un peu d'histoire tout de même. Avant la révolution islamiste en 1979, Israël et l'Iran étaient des alliés stratégiques. C'est sous l'impulsion de l'ayatollah Khomeini qu'il y eut rupture des relations diplomatiques. Le premier acte d'hostilité est iranien, l'ambassade d'Israël est fermée et ses clés sont données à une organisation palestinienne qui n'est pas un État. Au passage, l'Iran, qui donne aujourd'hui des leçons en matière de respect des représentations diplomatiques, avait pris en otage des diplomates américains pendant 14 mois à Téhéran. C'est le régime des Mollahs qui, pour diaboliser l'Occident, et singulièrement les États-Unis et Israël, a créé l'expression de grand Satan pour qualifier le premier et de petit Satan pour désigner le second. Du respect des représentations diplomatiques, parlons-en. C'est l'Iran, et la justice argentine l'a confirmé il y a encore quelques jours, qui était derrière l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992 et contre la mutuelle israélienne Amia dans la même capitale argentine 2 ans plus tard en 1994. On peut aussi parler de cette culture des Mollahs de détourner les représentations diplomatiques de leur objet et d'en faire depuis plusieurs années des rampes de lancement pour mener des opérations terroristes. Il y a quelques années, le 30 juin 2018, sur le sol français, devait être perpétué un attentat contre les Moudjahidines du peuple. Vous savez, ces opposants iraniens, ennemis du régime des Mollahs. Et vous savez quoi ? C'est un diplomate iranien, là aussi, qui a été condamné à 20 ans de prison par la justice belge, qui était l'architecte de cette opération qui aurait provoqué un véritable carnage. En clair, nous parlons d'un régime terroriste qui utilise ses représentations diplomatiques pour faire du terrorisme. Les cibles qui avaient été visées par Israël le 1er avril dernier n'étaient pas des diplomates, mais des commanditaires d'organisations terroristes qui agissent contre des civils, notamment israéliens. Les artifices que cherche à mobiliser aujourd'hui la République islamique ne sont qu'un habillage pour essayer de faire bonne figure. En vérité, le régime iranien ne veut pas d'une confrontation directe, je l'ai dit, en tout cas pas pour l'instant, et tente de légitimer ses actions en convoquant un droit international qu'il est le premier à ne pas respecter. Est-ce qu'on peut être rassuré à court terme ? Absolument pas. Car si le pouvoir iranien ne veut pas d'une confrontation directe aujourd'hui, il ne cesse de privilégier une autre approche. D'abord, c'est un secret de polichinelle. L'Iran veut à tout prix devenir une puissance nucléaire. Le régime essaye de se donner les moyens pour y parvenir en avançant à petits pas. Ensuite, on l'oublie souvent, le régime iranien maîtrise mieux que quiconque à la fois la guerre asymétrique et les guerres par procuration. C'est ce qu'il va continuer à faire pour maintenir Israël et ses alliés sous pression. En d'autres termes, ce sera en passant par le Hezbollah et les Houthis, mais aussi par le Hamas et le djihad islamique, que ce pouvoir va continuer, passez-moi l'expression, de pourrir la situation dans toute la région. Sans oublier évidemment les milices, une 60aine en tout, qui sont liées et qui lui sont liées, donc au régime iranien, et qui sévissent à la fois en Irak et en Syrie. Que voulez-vous dire par là ?
Les liens entre le Hamas d'un côté et le djihad islamique de l'autre et le régime iranien sont connus, comme ceux existant entre Téhéran et le Hezbollah, mais aussi entre Téhéran et les milices chiites actives en Syrie et en Irak, sans oublier les Houthis au Yémen. Ce sont là autant de bras armés du pouvoir iranien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est important de continuer de viser les figures des gardiens de la Révolution. Ce sont ces derniers qui arment, financent et conseillent toutes les organisations terroristes que je viens de citer. Ce sont ces organisations qui mèneront donc, pour le compte du régime iranien, des guerres de basse intensité, le plus souvent contre l'armée israélienne. D'un autre côté, il faut garder en tête la capacité du pouvoir des mollahs à frapper des intérêts israéliens à travers ses actions clandestines, et ce, partout dans le monde. Israël sait aussi en faire autant, mais c'est la raison pour laquelle je pense que nous allons assister au cours des semaines, voire des mois à venir, à plusieurs actions plus ou moins clandestines menées d'un côté par l'Iran et par ses alliés et d'un autre par les services israéliens. Je n'écarte pas l'éventualité de voir l'Iran viser une ambassade israélienne quelque part dans le monde en utilisant ses nombreux réseaux et sans le revendiquer ouvertement. Pourtant, certains pensent qu'Israël devrait riposter directement. Oui, j'entends certains excités, y compris ici en France, promettre l'apocalypse aux Iraniens. Je vais vous dire, ce n'est pas sérieux. Objectivement, aujourd'hui, Israël n'a aucun intérêt à voir s'ouvrir un nouveau front dans l'immédiat, voire plusieurs nouveaux fronts à la fois, alors que la guerre contre le Hamas n'est même pas terminée. En réalité, une guerre, même de quelques semaines, contre l'Iran rendrait service aux islamistes de la bande de Gaza que d'aucuns veulent sauver, et notamment le régime iranien. Et donc cela sacrifierait définitivement les otages israéliens. Par ailleurs, cela couperait Israël de son principal allié, en l'occurrence les États-Unis. Aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles, Joe Biden n'a pas envie d'engager son armée dans un conflit au Proche-Orient, et on peut le comprendre. Il ne faut pas prendre au sérieux cette attitude un peu beauf qui laisse croire que c'est en bombant le torse, là aussi, en mettant en sommeil son cerveau, que l'on arrive à gérer des affaires aussi complexes. À bien observer, à part les milieux d'extrême droite en Israël et quelques farfelus en France, tous les gens sérieux savent qu'une guerre ouverte et durable contre l'Iran, aujourd'hui, n'est pas dans l'intérêt des Israéliens. Il faudrait presque déployer les efforts des Israéliens et de leurs alliés pour dépouiller le régime iranien de ses différents alliés que de l'attaquer aujourd'hui frontalement. Je pense que lorsque le moment sera venu, les États-Unis ne demanderont l'avis de personne pour le faire. Pour vous, il faut donc fermer la parenthèse. C'est exactement ça. Revoyons une fois de plus ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Israël avait besoin d'éliminer des cadres des gardiens de la Révolution présents à Damas parce qu'ils étaient les conseillers techniques, notamment du Hamas et du Hezbollah, et d'autres organisations terroristes aussi. À la suite de cela, il y a quelques gesticulations iraniennes, très bien. Il faut les laisser gesticuler, il faut les laisser s'exciter comme ils le font depuis plusieurs années. L'Iran, il faut savoir raison garder. L'Iran est un tigre en carton en vérité aujourd'hui, mais c'est un tigre en carton qui est toxique, qu'il faudra combattre certes un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Est-ce que c'est le seul problème d'Israël ? Je ne le pense pas. Le régime iranien, c'est d'abord le problème des Iraniens. C'est aussi le problème des régimes avoisinants, c'est-à-dire les régimes arabo-musulmans. Je crois aussi que c'est un problème de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, il faut que les Israéliens reviennent à leurs priorités, récupérer les otages et en finir une fois pour toutes avec le Hamas et avec le djihad islamique à Gaza. Écraser les groupes islamistes palestiniens, c'est aussi fragiliser l'Iran. Je crois donc qu'il faut garder ses nerfs et comprendre que la réaction iranienne montre davantage la fragilité du régime des mollahs qu'une quelconque force. Observant une dernière fois les événements, le régime iranien qui pavoise devant ces missiles, utilisés y compris par les Russes en Ukraine, a été incapable de faire subir à Israël des dégâts significatifs. Plus de 99% des drones, nous l'avons dit, et des missiles ont été interceptés par l'armée israélienne et par ses alliés. Il y a eu quelques dégâts mineurs ici et là, sans gravité. C'est un véritable revers pour Ali Khamenei et pour le président iranien Ibrahim Raïssi, mais aussi pour les gardiens de la Révolution. Cela montre aussi en grandeur réelle que d'un point de vue technologique et politique, le régime iranien n'est pas capable pour l'instant de représenter une menace stratégique qu'on évoque très souvent. Je crois que face aux puissances occidentales et aux alliés locaux, la force du régime iranien est quelque peu surcotée. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt.